C'est l'effet podcast. L'effet podcast. L'effet C'est l'effet podcast. podcast. C'est l'effet podcast. podcast. C'est l'effet podcast. Ce livre, c'est un travail de longue haleine, hein. C'est des années de prise de vue. C'est un vrai travail de pisteur finalement. Voilà, c'est pas seulement un travail de photographe, c'est avant tout un travail de naturaliste. Quand on rencontre les premiers animaux, qu'on arrive à faire nos premières images, là c'est un grand moment, un aboutissement de nombreuses heures de terrain, de fatigue. Moi je construis des affûts de 2-3 ans à l'avance, capturer une image que je vais peut-être capturer dans 2 ou dans 3 années ou jamais. En donnant toujours la priorité à l'animal, parce que nous on fait de la photographie, mais les animaux, eux, c'est leur vie, c'est leur survie. Donc ne pas non plus mettre ces animaux-là en danger. Cédric, c'est une âme sauvage. C'est un homme, mais c'est une âme sauvage. C'est-à-dire qu'il a un instinct qui est démultiplié par rapport à la normale. Ce que vous ne voyez pas, lui va le voir. On a absolument besoin de prendre conscience que cette nature, c'est ce qui va nous sauver. Valérie Castera, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes la directrice et gérante des éditions Giletta. Oui. Et vous nous accueillez aujourd'hui dans vos bureaux situés à Nice. Vous nous accueillez avec un de vos auteurs, Cédric Robion. Bonjour Alexandre. Alors, cette signature, elle n'est pas rédactionnelle, elle est photographique. Parce que vous êtes photographe. Oui, tout à fait. C'est un livre de photographie. Après, j'ai une amie là qui a fait les textes, qui s'appelle Caroline Audibert. Donc, on a travaillé sur ce projet ensemble. Dont le titre est Mercantour sauvage. Mercantour sauvage, c'est ça. Et je vais lire quelques lignes du pitch pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Allez-y. Le sauvage. Ce monde que nous n'habitons plus depuis des millénaires, ce continent oublié qui pourtant court dans nos veines. Voilà à quoi nous invite cet ouvrage. Il faut remonter à rebours pour sentir les odeurs qui s'élèvent des foulées animales, pour pister le lièvre qui brouille ses marques, pour entendre les griffes des rapaces s'enfoncer dans l'écorce, et affiner encore ses perceptions, pour deviner une foule invisible cachée sous terre, perchée dans les arbres, blottie sous la neige, tapie dans l'herbe ou nichée dans les vires. Voilà, ça C'est une belle entrée en matière. Ce sont les textes très sensibles de Caroline qui m'a accompagné dans ce projet. Et donc là, on retrouve tout son talent au niveau de l'écriture de cet ouvrage. C'est un projet essentiel. Essentiel parce qu'il parle de ce qui nous touche le plus aujourd'hui, à mon sens, dans notre humanité, qui est la continuité de notre implication dans le monde. Notre implication dans le monde, nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, c'est évidemment de respecter la biodiversité. Pour moi, c'est une thématique politique. Ni plus, ni moins. C'est-à-dire que nous sommes tenus, d'un point de vue éthique, d'être dans cette perspective-là. Et donc, aller donner la parole, laisser le regard, entendre, parce que ce travail-là, c'est un travail, je dirais, qui est aussi visuel qu'il est musical. Vous avez lu quelques lignes de ce livre-là. Cédric a rebondi en disant voilà le texte sensible de Caroline. On entend cette musicalité, oui. Mais on l'entend tout autant quand on écoute Cédric parler de ces brindilles qui sont sous ses pieds, qui craquent. On entend la pluie se déverser. On entend les orages crépiter. Comment est née finalement l'idée de ce livre ? Ce livre, c'est un travail de longue haleine, hein. C'est des années de prise de vue qui s'étalent sur, on va dire, entre 10 et 15 années, hein, dans le Mercantour. Donc ça s'est pas fait comme ça en un jour. Donc le projet a déjà un petit peu abouti. On s'est rencontrés ensuite avec Valérie. Et Valérie, qui est très dynamique et très sensible aussi à l'environnement, à la beauté de nos montagnes, du Mercantour. Elle a adhéré un petit peu à cette idée de façonner, d'élaborer cet ouvrage
avec Caroline aussi qui était partante pour faire les textes. Et donc on a essayé de trouver une alchimie pour façonner cet ouvrage au travers de ces images, donc de mes images de faune. C'est un livre qui traite des animaux de montagne. Donc il y a des espèces communes, il y a des espèces plus rares, il y a des espèces qui sont en danger d'extinction dans ce livre qui sont présentées. Et donc c'est au travers de cette démarche. Donc c'est une démarche où on construit les images par soi-même, on apprend en observant l'environnement au fil des mois, au fil des années, à connaître les animaux individuellement, à les suivre. Et c'est un vrai travail de pisteur finalement. Voilà, c'est pas seulement un travail de photographe, c'est avant tout un travail de naturaliste. C'est-à-dire qu'il y a toute une étude et un suivi très précis des animaux qui est fait, on va dire quasiment quotidiennement, pendant des années, pour élaborer, construire les images, façonner des affûts, des lieux de prise de vue. Évidemment en gardant en tête le respect de la faune, qui est au centre de cet ouvrage, c'est-à-dire de pas empiéter sur la quiétude de ces animaux-là, donc garder nos distances pour pas perturber les animaux. Et à partir du moment où ces choses sont mises en place bout à bout et faites dans l'ordre, on arrive à des situations qui sont un peu exceptionnelles ou des prises de vue rares. Et c'est de là qu'est né ce livre Mercantour sauvage. Quand vous parlez de prise de vue rare et exceptionnelle, vous avez des exemples? L'exemple le plus simple qui vient en premier à l'esprit, c'est la recherche, par exemple, depuis les années 90, du retour naturel du loup dans le Mercantour. Bon, c'est un symbole extrêmement fort du regain de biodiversité qu'on a dans les Alpes aujourd'hui, c'est-à-dire un réensauvagement de la montagne. L'animal revient depuis l'Italie où il est protégé, revient s'installer en France. Donc après, les animaux s'installent, forment les premières meutes. Et là, toute la recherche la recherche qui va s'en suivre, ça va être de faire les premières images de loups dans le Mercantour. Donc là, c'est un travail de longue haleine qui s'échelonne sur plusieurs années. Et quand on rencontre les premiers animaux, qu'on arrive à faire nos premières images, là, c'est un grand moment, un aboutissement de nombreuses heures de terrain, de fatigue, de désespoir aussi, parce qu'il faut être bien accroché. Est-ce que c'est plus difficile de prendre des animaux ici de notre territoire que finalement faire un livre de photos sur des animaux beaucoup plus peut-être spectaculaires ou traverser le monde pour faire des prises de vue d'autres espèces? C'est bien plus difficile de faire un travail sur les animaux localement parce que il y a d'autres démarches photographiques où les photographes partent par exemple dans d'autres pays pour faire des photos de loups. Bon, pour vous parler, on va pas si loin de là, on va en Italie, dans les Abruzzes. Les loups sont présents là-bas par centaines. Dans ces montagnes-là, ils sont pas chassés. C'est un endroit, il y a une réserve intégrale. Et voir du loup là-bas, faire de la photo de loup, c'est extrêmement facile. Alors que c'est prévu, en fait, c'est presque des animaux figurants. C'est ça. Les cerfs dans les Abruzzes traversent les villages, mangent dans les jardinières. Ce sont des réserves biologiques intégrales, donc les animaux n'ont pas peur de l'homme. On va rentrer un petit peu plus en profondeur dans le livre. Là, j'ouvre au hasard une page, La chouette chevêchette. Elle est tellement jolie. Incroyable. Ouais, c'est une chouette incroyable parce que c'est une des plus petites chouettes du monde. Donc, vous voyez, la taille, elle est grande comme un cône d'épicéa, même un peu plus petite qu'un cône d'épicéa. Elle fait à peu près 60 grammes, donc c'est vraiment un rapace minuscule. Donc, qui est très particulier dans le monde des oiseaux. Elle a de tellement jolis yeux. Oui, c'est ça. Quand elle vous regarde. Ah ouais, les regards des rapaces, on a l'impression qu'ils nous transpercent, qu'ils peuvent voir à travers nous, quoi. Ce qui est particulier dans la captation des photos que vous regardez, Alexandre, c'est que si vous observez bien cette petite chouette, il y a des moments où elle a un crâne qui est absolument horizontal. Et il y a d'autres moments où son crâne s'est arrondi. Et ça, c'est grâce à Cédric que nous l'apprenons dans ses textes, puisque le livre a été écrit aussi avec deux
de plume. Il y a les textes généralistes et introductifs de Caroline, et tout ce qui a un rapport immédiat à la vie des animaux, à leur environnement, c'est Cédric qui les a écrits. Et pour en revenir à cette petite chouette, donc dont le crâne en fait a une espèce de mobilité, eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a des cartilages, et quand elle est toute tranquille, eh bien ça s'aplatit, et quand elle est toute inquiète, eh bien elle s'étroitise pour évidemment ne plus être là et se dissimuler au monde. Alors il y a des photos, voilà, la tête justement aplatie, Oui, donc ça veut dire qu'elle est tranquille, vous voulez pas déranger. C'est des caractéristiques propres aux rapaces nocturnes qui ont la capacité en fait à changer de morphologie au niveau du plumage, donc de se gonfler ou de se rétrécir. C'est aussi par rapport à la prédation, donc s'il y a des prédateurs qui vont passer par exemple dans la forêt, ces oiseaux-là sont capables de se compacter, de se comprimer complètement pour disparaître du paysage et ressembler à ce moment-là plus qu'à une branche et ne pas se faire manger. Parce que c'est à la fois un prédateur et une proie, cette petite chouette. Vous avez photographié combien d'animaux, combien d'espèces? Alors, j'ai pas comptabilisé exactement sur le livre, mais on va dire qu'il y a les animaux les plus emblématiques du Mercantour. C'est-à-dire ceux qui sont les plus jolis, certains qui sont les plus rares, d'autres qui sont en voie d'extinction. Donc on a mis l'accent sur certaines espèces, on n'a pas pu tout mettre parce que rien qu'au niveau des espèces d'oiseaux dans le Mercantour, on a 200 espèces d'oiseaux, donc il aurait fallu faire un livre exclusivement sur les oiseaux. Oui, je vois le faucon pèlerin aussi. On a été obligé de faire des choix avec des espèces à présenter qui sont intéressantes, des espèces migratrices, des espèces sédentaires, donc on a fait un petit peu un mixte. Ce qui est compliqué, c'est de traiter d'une multitude d'espèces, c'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance globale de toutes les espèces, que ce soit des espèces de reptiles, d'amphibiens, d'insectes, de mammifères. Et ça, c'est assez compliqué parce que ça demande un travail très global. Et donc, évidemment, ça va rallonger de la durée dans le travail photographique. Rien que pour capturer une espèce, par exemple le lynx, le loup, l'ours, certaines de ces espèces-là nécessitent beaucoup de temps sur le terrain. Est-ce que vous avez une grande frustration par rapport à tous ces clichés? Un animal que vous n'avez pas réussi à capter comme vous vouliez l'avoir, ou même vous n'avez jamais réussi à l'avoir? Pas vraiment, parce que à partir du moment où on nous échappe en fait. Alors, on va dire que ça peut arriver, mais à partir du moment où on s'investit vraiment pleinement sur une espèce et qu'on se donne les moyens de la suivre, généralement, on arrive à un résultat. C'est ce qui s'est passé pour la recherche des images d'aigles royaux dans les Alpes. Au début, c'est très compliqué. Puis après, quand on connaît plus finement l'espèce, on arrive à un résultat qui est là et qui est visible. Ça fait partie de l'expérience qu'on acquiert au fil des années. C'est pareil pour le loup, c'est pareil pour le lynx boréal, une espèce sur laquelle je travaille aujourd'hui. Petit à petit, on arrive à un résultat, mais ça prend du temps. Il faut être là, il faut être sur le terrain sans arrêt. Voilà, c'est beaucoup de temps. Oui, là où j'aimerais rebondir, Cédric, c'est que ce qu'il ne dit pas, parce que c'est un homme très modeste, c'est parler de son endurance. Parce qu'il faut imaginer passer 10 heures dans la neige à regarder quel est le petit lièvre qui va passer avec ses grandes oreilles. C'est très compliqué, c'est-à-dire que ce sont des conditions difficiles. C'est un exercice, la photographie animalière est un exercice complexe. Il faut avoir une sacrée robustesse physique. Il faut avoir en effet un cœur qui bat lentement. Alors je sais pas combien tu pulses quoi, mais il bat lentement parce que au fond, moi quand j'entends Cédric parler, je ne l'ai jamais vu travailler. Je vois le résultat de ses photos, mais quand je l'entends parler, je m'imagine en fait que son battement cardiaque se met à l'écoute de ce qu'il est en train de photographier. Et ce calme dont il a besoin pour
éveiller à 360 degrés tous ses sens, car on est bien dans cette perspective-là. Au fond, Cédric, c'est une âme particulière, c'est une âme sauvage. C'est un homme, mais c'est une âme sauvage. C'est-à-dire qu'il a un instinct qui est démultiplié par rapport à la normale. Ce que vous ne voyez pas, lui va le voir. Oui. Parce que, en effet, il aura peut-être pas le regard de l'aigle royal, mais il va avoir quelque chose qui va faire qu'il va entendre le froissement d'une aile. Il va entendre des bruits incroyables qui sont le gargouillis de drôles d'animaux avec un cou immense qui va plonger dans les viscères d'une victime, d'une pauvre victime, et ils vont se nourrir comme ça. C'est des drôles d'animaux, ça aussi. Quand il va parler d'une mère avec ses 2 fans, il va avoir cette sensibilité, il va comprendre que la mère a besoin de séparer ces 2 fans pour éviter que les 2 ne soient en effet dévorés par un prédateur. Donc, il devient l'animal qu'il photographie. J'espère que ce n'est pas vexant ce que je dis là pour toi. Non, c'est sûr. Vous pouvez choisir l'animal que vous voulez être. Ouais. Je vous laisse le choix. Non, mais pour capter ces images un petit peu rares, un petit peu sensibles et délicates, parce que lorsqu'on photographie par exemple des espèces comme ça, c'est un vrai travail de symbiose, fans, en fait. Les fans de chevreuil, les fans de cerf, évidemment on peut être sur le terrain et perturber les femelles qui viennent allaiter, donc il faut veiller à ne pas trop s'immiscer dans leur vie et ne pas trop être visible. Donc il faut masquer son odeur, faut être capable de prendre le vent, de s'installer à bon vent, etc. En donnant toujours la priorité à l'animal, parce que nous on fait de la photographie, mais les animaux, eux, c'est leur vie, c'est leur survie. Donc ne pas non plus mettre ces animaux-là en danger. Lorsqu'on photographie par exemple sur des zones de reproduction de rapaces, qui sont des oiseaux hypersensibles, il faut savoir se fondre dans le décor, et là c'est pour ça par exemple qu'on construit des affûts plusieurs années à l'avance. Donc des fois je construis des affûts de 2-3 ans à l'avance pour aller capturer une image que je vais peut-être capturer dans 2 ou dans 3 années ou jamais. Donc là, il y a aussi toute une incertitude. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les oiseaux vont revenir à cet endroit-là? Et donc, il y a tout il faut être patient et puis il faut que les animaux... Et ça vous est arrivé de construire comme ça un affût sur plusieurs années et puis vous apercevoir que finalement l'animal ou les animaux avaient changé de territoire ou changé d'habitude? Ou tout simplement changer d'aire. Donc les niches et les grands plats s'appellent des aires. Et ils ont bâti une aire à 50 mètres à côté ou 100 mètres à côté. Et puis l'affût qu'on a mis quelques jours à construire et qui est là depuis 2 ans, il fonctionne pas. Mais ça fait partie du jeu. Et ce qui fait aussi finalement aussi tout l'intérêt des images qui sont prises ici. Mais oui, parce qu'il y a aussi des installations périlleuses. Je me souviens d'un exemple. Moi, j'adore tellement les récits de Cédric. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est chouette de l'entendre parler. Bref, donc, dans une des expériences, il y avait aussi ce moment où tu allais te placer sur une vire de manière un peu acrobatique, peut-être même voire périlleuse, pour essayer de capter un rapace qui s'était installé. Après, si on veut des prises de vue un petit peu originales, on est obligé de trouver des angles de prise de vue qui sont adaptés au mode de vie des animaux. Donc, il y a certains animaux qui vivent en paroi, il y en a d'autres qui vivent en haut des arbres, dans la canopée. Et donc là, il y a aussi tout un aspect de construction en hauteur. Donc, utiliser des cordes, installer des affûts suspendus. Du coup, il y a toute une recherche aussi des angles de prise de vue au travers des situations délicates. Donc, construire des affûts en paroi, construire des affûts à 25 mètres de haut dans la canopée. Mais après, on arrive à un résultat qui est incroyable. C'est-à-dire que là, on est pour un affût que j'ai fait récemment sur un rapace qui s'appelle l'autour des palombes, qui est un prédateur qui vit en forêt, dans des immenses forêts primaires, on va dire, où il a besoin de très vieux arbres. Il bâtit son aire à 20-25 mètres de haut dans des immenses sapins. Et donc là, on est à la même hauteur que lui. On voit la femelle amener les écureuils, des geais, des corvidés, nourrir les jeunes. Et on se balance au rythme du vent avec les arbres. Et là, on vit des moments qui sont incroyables. On a l'impression d'être complètement dans un monde à part. On est dans l'intimité des animaux. Et moi, j'adore être en plus suspendu en l'air, dans la forêt. On voit les cerfs, les animaux qui passent sous nos pieds, à 20 mètres plus bas.
Et les oiseaux sont à côté de nous et ils savent absolument pas qu'on est là et qu'on les observe. Ouais, et ça, c'est Vous faites extraordinaire. partie véritablement Ça, finalement de l'environnement. C'est vraiment extraordinaire de vivre ces moments-là. Après, voilà, c'est un travail qui est très très précis, toujours pour pas perturber les animaux. Donc ce type d'affût-là, pour vous donner une idée, j'y vais 2 ou 3 fois dans l'année, pas plus, pour pas avoir trop d'impact et pas trop déranger ces oiseaux-là. Écoutez, j'avais une dernière question à vous poser, c'est de me dire pourquoi acheter ou pourquoi offrir ce livre. Mais je crois que vous avez répondu, mais je vous laisse quand même la parole, Valérie. Parce que c'est beau. Cédric. Parce que c'est beau. Voilà. Ben, moi, je suis mal placé pour en parler. Si. Je vous fais confiance. Parce que je suis un passionné de photos animalières et puis surtout d'études des animaux sauvages. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans notre société moderne, avec l'érosion de la biodiversité, le réchauffement climatique, avec l'impact de l'homme qui est de plus en plus fort sur l'environnement, on a besoin et on a absolument besoin de prendre conscience que cette nature, c'est ce qui va nous sauver. C'est-à-dire qu'il faut absolument respecter la nature si on veut se respecter soi-même. Et si l'homme veut aller plus loin, il faut qu'il prenne conscience que la nature, en fait, il fait partie intégrante de ces animaux-là. Hein. On est des animaux aussi. Et il faut respecter cet environnement, donc il faut faire passer ce message. Donc les animaux sont des êtres sensibles. S'ils existent, si toute cette chaîne alimentaire fonctionne, toutes les espèces les unes avec les autres, nous on en fait partie aussi et il faut absolument respecter cette planète et la traiter avec le plus grand respect. Je pense que c'est le grand enjeu des années à venir, des décennies à venir. Ça va être la survie de l'humain va passer par le respect de la planète. Donc au-delà de l'objet éditorial, parce que c'est un beau livre, au-delà des photos, au-delà de l'ambiance, au-delà de la découverte, c'est un livre manifeste. Oui, tout à fait. C'est un livre manifeste. C'est un livre manifeste pour la biodiversité, pour les espèces en danger, les espèces qui sont menacées d'extinction. On essaie d'ouvrir les yeux au grand public, aux gens qui veulent bien prendre le temps de regarder ces photos, leur montrer que c'est une nature fragile et qu'elle nécessite toute notre attention pour la suite et pour que ces animaux continuent de vivre.